Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de En Peignoir. Cette émission est enregistrée au Thermali à Lyon, donc le salon de l'eau, du thermalisme, du bien-être. Ça faisait longtemps que je voulais avoir dans l'émission mon invitée du jour. Donc elle est éditrice et directrice de la rédaction pour Sense of Wellness Magazine. Bonjour Isabelle Charrier. Bonjour mon cher Stéphane, c'est un plaisir de te voir, parce qu'on se tutoie, donc on va pas se vous voyez à l'antenne. Hein. Non. Vraiment un grand honneur également d'être accueilli dans ton émission. Ça faisait longtemps que j'en avais envie, donc l'occasion s'y prêtait dans ce très beau salon des Thermali Lyon qui est un très bon cru. Oui, donc c'est un très bon moment qu'on attendait. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Sense of Wellness Magazine? Alors Sense of Wellness Magazine, c'est un magazine B2B, donc professionnel, qui est trimestriel et bilingue. Donc il est diffusé en France, mais aussi aujourd'hui dans 80 pays. Alors si je devais résumer l'esprit de Sense of Wellness, je dirais contenu engagé, ton spécifique et analyse affirmée. Pas très étonnant vu mon caractère. Donc notre mission distinctive, c'est de proposer un contenu éditorial qui permet de découvrir les tendances, les chiffres, les innovations, en bref, les derniers courants du wellness au travers de 5 grandes sections clés. Le tout ponctué d'interviews et de portraits d'acteurs majeurs du secteur, mais aussi de talents et coups de cœur que j'ai rencontrés lors de mes reportages. Et comment est née cette aventure? Alors, mon cher Stéphane, ça se voit peut-être pas. Bon, nos chers auditeurs sont pas là pour le constater, mais ça fait quand même 22 ans que j'écris sur le wellness. Donc, puisque mon premier article, ça date de 98 et c'était sur la thalasso. Donc, en 2004, avec l'arrivée de la vague déferlante du spa dans l'Hexagone, donc j'ai créé le premier magazine B2B qui était dédié à l'univers du spa en France, qui s'appelait Émotion Spa. J'ai dirigé au niveau éditorial pour 2 éditeurs successifs jusqu'en octobre 2016. Je dis s'appelait car il n'existe plus. Aujourd'hui, le dernier numéro était paru donc en septembre 2016. Donc l'envie de poursuivre mon parcours de manière un peu plus autonome et pour être franche, un petit peu des désaccords avec l'éditrice de l'époque. Donc ça m'a poussée à me réinventer parce que je trouvais ça important, le wellness ayant évolué. Et je lance en janvier 2017 Sense of Wellness Magazine où je livre en fait ma vision à 360 degrés du secteur du bien-être avec entrée d'union. 2 mots forts et importants pour moi, c'est l'humain et l'innovation. C'est aussi, Sense of Wellness, c'est aussi un site, donc www.senseofwellness-mag.com, qui est numéro 1 français et numéro 6 à l'international, avec aussi une rubrique emploi qui est extrêmement forte, puisqu'on est le premier recruteur européen aujourd'hui, et surtout, je l'ai voulu entièrement en accès gratuit, tant pour les employeurs et bien sûr pour les candidats. Je sais que tu as 2 passions, donc le wellness et l'humain, donc c'est 2 passions qui étaient faites pour se rencontrer. Pour moi, l'humain, il est au cœur et c'est l'âme même du wellness. Les plus beaux spas du monde, finalement, c'est que des écrins vides. S'il n'y a pas, sans sens ni consistance, il n'y a pas des spas praticiens, des spas managers, puis toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour le bien-être et la santé des clients, c'est fondamental et essentiel. Une évidence qui est aussi, comme je te le disais, la matrice éditoriale de Sense of Wellness. Et puis, mon côté journalistique fait que j'ai envie de te dire que c'est aussi l'inspiration et la source à laquelle je nourris ma plume. Le bien-être, on le sait, c'est un secteur économique très puissant, de plus en plus d'année en année, mais aussi très concurrentiel. Comment se démarquer aujourd'hui avec toute cette offre? Puissant, c'est vraiment le mot, Stéphane. En 98, le wellness, ça représentait 998 millions de chiffres d'affaires dans le monde. Aujourd'hui, c'est 4 500 milliards de chiffres d'affaires dans le monde. Alors aujourd'hui, tu peux me dire quel secteur économique peut se prévaloir d'une telle progression. Hier, vous aviez un spa hôtelier tous les 200 km. Maintenant, il y en a plutôt un tous les 50 km en France. Même concurrence pour les thalassos et les secteurs thermales. Il suffit de voir les investissements depuis ces 3 dernières années dans ces 2 secteurs pour voir que le bien-être, c'est un enjeu sociétal, mais aussi économique, tant pour les investisseurs privés que pour les régions, afin de renforcer leur attractivité. Pour se démarquer, pour répondre à ta question, commençons par les fondamentaux. Déjà, des programmes et des séjours thématiques de qualité et authentiques. Avoir aussi une ouverture d'esprit sur les dernières technologies, la diversité des marques et surtout investir durablement dans la formation et le bien-être des équipes. Voilà. Il y a quelque chose que je constate, c'est que trop souvent, les établissements ont tendance à copier les mêmes offres. Manque de prise d'information, manque de peur de se tromper. C'est compliqué de renouveler son offre et d'oser. Mais innover, c'est nécessaire. Innover, c'est fait pour durer.
Quant aux équipes, aujourd'hui, pourquoi j'ai créé une réplique emploi? J'ai en relation beaucoup de spa managers. On a 47% de turnover dans notre secteur, tout confondu, hein, thalasso, thermal, spa. Donc il y a une vraie remise en question managériale à faire, surtout lorsqu'on sait les investissements que représente la formation du personnel. Et aussi, un des rôles que je trouve quand on a un média référent, c'est aussi d'avoir une valeur d'engagement pour le wellness. Et donc, avec mon amie Katia Schaffhauser, qui est la directrice aussi du RIT Spa, on a créé l'Union nationale des spa managers en 2017 afin de proposer aux directrices d'exploitation, Thalasso, Thermalisme, Spa, de se regrouper afin de pouvoir échanger sur des best practices dans divers sujets. Donc ça aussi, c'était une valeur d'engagement importante. C'est en se fédérant qu'on arrivera à faire avancer la profession qu'est le bien-être. Merci, chère Isabelle. On fait une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer d'échanger sur ce domaine qui est si intéressant. Deuxième partie de ce En Peignoir. Donc, je suis toujours à Lyon, au Salon des Thermalies, avec mon invitée, donc Isabelle Charrier, qui est éditrice et directrice de la rédaction pour Sense of Wellness Magazine. Isabelle, donc, ton magazine, c'est le magazine de l'innovation autour du bien-être. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les innovations les plus marquantes dans le secteur ces dernières années? Vaste sujet, mon cher Stéphane. Alors, je vais essayer de te cloisonner les choses, de segmenter. Alors, on va parler des cosmétiques. Donc, il y a deux courants majeurs qui se sont imposés. Tout d'abord, les cosméceutiques, qui sont devenus incontournables. C'est un peu, on va dire, une jonction entre le cosmétique classique et le cosmétique pharmaceutique. Leur particularité, c'est une haute concentration d'actifs, des résultats rapides et une dimension rassurante et efficiente. D'ailleurs, le secteur de l'anti-âge est celui qui a le plus progressé ces 5 dernières années pour atteindre aujourd'hui plus de 1 milliard de chiffre d'affaires au niveau mondial dans le secteur wellness. Donc c'est une progression énorme et si tu regardes bien l'offre qui est proposée ici, très souvent tu vas retrouver une marque cosmétique. Ensuite, les produits bio qui ont le vent en poupe. J'ai d'ailleurs consacré un article à ce sujet dans mon édition hiver. Ce marché a connu une accélération en 2016 avec une croissance de 18% en 2018 et une perspective de plus 44% d'ici 2021, ce qui montre clairement un regain d'intérêt pour le bio et cela se vérifie au niveau de la création de marques de niche, mais aussi des grands groupes qui aussi dopent effectivement ce marché. Parlons technologie, qui est pour moi un sujet que je connais bien et que j'aimerais encore plus valoriser aujourd'hui. On l'a vu avec l'aménagement des zones humides, ça a connu une véritable révolution. On le voit actuellement dans les rénovations des espaces thermoludiques, sujet que tu connais encore mieux que moi, mais aussi dans les spas hôteliers et les thalassos. Les bassins sont ultra animés, les saunas et hammams thématisés, place aussi au Ice Cave, au Snow Cave, au Rain Mist Corridor, le tout dans une mise en scène olfactive. Bref, renouveler l'expérience client, c'est essentiel pour séduire et fidéliser et se différencier. Côté high-tech, les équipements esthétiques sont montés en compétences et en sérieux. Règlement européen oblige, et cela correspond aussi à une demande des clients afin d'optimiser les résultats des soins proposés. En résumé, pour se différencier, il faut enrichir l'expérience client, donc exploitant. Le benchmark de vos confrères, c'est bien, mais allez plus loin et soyez curieux pour vous réinventer toujours et encore sans vous départir des fondamentaux. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont les caractéristiques du client bien-être aujourd'hui ? C'est tout l'objet de notre dernier hors-série, qui est le client spa aujourd'hui et demain. Le client wellness a bien évolué. De passif, il est devenu acteur de son bien-être, informé, parfois plus d'ailleurs que les professionnels. L'accès à Internet, mais aussi la multiplication des magazines grand public, santé, bien-être, développement personnel, voyage, yoga, contribuent aussi à cette surinformation. Ce qui a le plus évolué, c'est qu'aujourd'hui, le marché du wellness bénéficie d'une nouvelle tendance. Alors, je vais te résumer ça en te disant l'affirmation de soi décomplexé. C'est bien un truc de marketeur. Hein. Je traduis ça par le fait qu'il y a plus d'achats pour soi. Donc, c'est 57% des réservations correspondent aujourd'hui à ça, contre 43% pour des cadeaux. Aussi, autre point qui se vérifie également auprès des exploitants, c'est moins de soins duo. Alors que les soins duo étaient quand même une grosse demande, on a maintenant plus que 35%, alors qu'avant, on était plus proche des 57%. Et puis, un budget accordé au moment qui est en nette augmentation. On a plus 43% donc, de budget consacré à soi entre 2015 et 2017. Donc, le bien-être, oui, ce n'est pas qu'un phénomène de demande, c'est une tendance de fond et c'est un vrai besoin sociétal.
Donc, et bien sûr, moi je suis une femme de chiffres, comme tu sais, donc il y a tous les chiffres de l'étude qui sont publiés dans ce fameux hors-série que vous pouvez commander sur mon site. Quel regard tu portes sur le thermalisme, son évolution? On aimerait bien avoir ton regard d'experte. Alors, c'est vrai que moi, je suis reconnue comme une experte thalasso et spa, mais le thermalisme m'intéresse depuis pas mal de temps et j'avoue que j'ai un regard assez admiratif de voir comment le thermalisme, qui était un petit peu en recul, a su se réinventer. Tu en sais quelque chose parce que tu fais un travail remarquable de communication également sur ta région. On a eu des créations de spa thermo qui valorisent un thermalisme non conventionné, mais où parfois l'équilibre entre images de bien-être et traitements médicaux est parfois difficile à trouver. D'autres stations mettent l'accent sur le tourisme patrimonial. On échangeait avant l'émission, toi et moi, sur ce sujet. Ça valorise un glorieux passé. Les villes thermales sont vraiment magnifiques. On va prendre quelques exemples que j'ai relevés. En octobre 2008, à Néris-les-Bains, le réseau de la route des villes des eaux du Massif central avait pris la décision de dresser un inventaire du patrimoine architectural des stations d'Auvergne. Je suis bien, hein, tu le sais encore mieux que moi, afin de mieux le faire connaître. L'ancienne reine ville des eaux, Vichy, qui est une ville magnifique que j'aime beaucoup, dont la fréquentation avait un peu baissé, a reconverti ses friches thermales en centre commercial ou en pôle universitaire. De même à Évian, où l'ancien établissement est devenu en 2006 un palais des congrès et centre d'exposition sous la houlette de 2 architectes très connus. Et puis, sans abandonner le thermalisme, d'autres stations ont cherché aussi à moderniser leur image en jouant la carte du tourisme. On a depuis plusieurs années des campagnes promotionnelles à Aix-les-Bains qui font appel exclusivement à la présence du lac du Bourget et de la montagne. Finalement, on a autant de stratégies qui sont avérées payantes, puisque la fréquentation des établissements thermaux est en hausse. Alors peut-être que tu as des chiffres plus récents que moi. Moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est 600 000 curistes en 2017, avec une hausse de 1,8 par rapport à 2016. Donc oui, le thermalisme, c'est redonner une nouvelle image, une nouvelle attractivité, et puis à renouveler aussi sa clientèle. Enfin, les rénovations des investissements, les investissements faits, prouve aussi la volonté des exploitants et des institutions régionales pour donner un vrai renouveau à ce secteur qui était tombé un petit peu en désuétude à un moment. Il suffit d'ailleurs, encore une fois, de voir ton super travail, ce que tu fais aujourd'hui, toute la com, le superbe stand également de la région là, qui montre l'attractivité plus que jamais qu'a le thermalisme. Donc bravo. Un grand merci Isabelle. Qu'est-ce que tu penses donc de notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, comme terre de bien-être par rapport aux autres régions ? Terre de bien-être. Là, je reconnais bien le bon communicant et le sens de la formule. 24 stations thermales. Donc, quand on sait qu'il y en a 108 en France, effectivement, la région Rhône-Alpes mérite cette dénomination de terre de bien-être. Je pense que la force de cette région, c'est d'avoir su attirer un nouveau public qui est séduit par les séjours santé, les séjours bien-être proposés, au-delà des vertus thérapeutiques des stations. Il ne faut pas oublier quand même le charme des villes d'eau, les montagnes, les paysages ressourçants. Une région qui croît aussi en son potentiel, puisque je suis en train de préparer un gros dossier dans mon édition printemps, puisqu'il y a eu 23 millions d'euros d'investissement mobilisés par la région. Et puis de nouveau 20 millions pour poursuivre la modernisation et la diversification du thermalisme qui s'appuie sur également Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour ses actions de promotion du bien-être thermal, de la prévention santé, puis aussi avec une extension européenne. On l'a vu avec cette étude que j'ai eu l'honneur de publier également dans mon hors-série 2020. Et puis, encore une fois, tu sais, c'est aussi l'objet de notre entretien aujourd'hui. J'ai vraiment la volonté de mettre en avant le thermalisme, de montrer son renouveau. Donc, il y aura un article très construit dans mon prochain numéro. On a hâte de le découvrir. Alors, Isabelle, je sais que tu écoutes l'émission, donc tu connais la question rituelle de fin d'émission. Quand t'es-tu retrouvée en peignoir la dernière fois ? C'est bien parce que c'est toi qui me la poses que j'accepte d'y répondre. Écoute, c'était hier soir, parce qu'on a eu une très belle journée, très dense hier sur les thermales Lyon. On a eu beaucoup de fréquentation, beaucoup de visiteurs. Donc écoute, moi je me suis octroyé un bon bain chaud avec les huiles essentielles déstressantes fleurs d'oranger de mon ami Marc Massin des laboratoires Camille. Et j'ai écouté, parce que je sais que tu es un amoureux de la musique, le dernier album de Souchon, Am 50. Donc je vous le recommande, chers auditeurs. Et après, je me suis mis dans mon peignoir et je me suis gentiment endormie, avec Souchon dans les oreilles. Très bon choix à la fois au niveau de la musique et de cette expérience bien-être. En tout cas, Isabelle, j'étais ravi de t'avoir dans l'émission et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt pour continuer à parler de bien-être. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup de ton accueil et puis à très bientôt, chers auditeurs.